Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais vous donner lecture de la déclaration liminaire. Alors, cette déclaration liminaire, cette déclaration liminaire est un peu inhabituelle. Vous savez que nous avons fait deux journées de réflexion, les 20 et 21 février. Ces journées de réflexion ont donné lieu à un relevé de conclusions. Donc, plutôt qu'une déclaration liminaire habituelle, on va tout simplement vous donner lecture du relevé des conclusions qui a sanctionné ces deux journées de réflexion tenues les 20 et 21 février à Lomé. Journée de réflexion de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise C14, 20 et 21 février 2019 à Lomé. Relevé des conclusions. Après 18 mois de lutte commune pour exiger, entre autres, le retour à la Constitution originelle de 1992, la refonte du cadre électoral et le droit de vote pour les Togolais de l'étranger, les partis politiques membres de la coalition de l'opposition togolaise ont pris la décision en conférence des présidents de se réunir en 2 journées de réflexion pour faire le bilan du chemin parcouru et définir de nouvelles perspectives pour la poursuite de la lutte pour l'alternance au Togo. Une cellule de travail avait été mise sur pied pour proposer un document de travail sur la vision stratégique ainsi qu'un ordre du jour pour les 2 journées de réflexion. À la suite des propositions formulées par la cellule de réflexion, un document préparatoire intitulé « Vision stratégique de la C14 » ainsi qu'un programme de travail ont été adoptés pour servir de base au bon déroulement des 2 journées de réflexion qui se sont tenues les 20 et 21 février 2019 à Lomé. Étaient présents à ces journées de réflexion l'Alliance nationale pour le changement ANC, représentée par messieurs Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson et Éric Dupuis. L'Alliance pour la démocratie et le développement intégral ADI, représentée par messieurs Aimé Gogué, Laurent Kodjogan Achou et madame Denise Poupokpa. La Convention démocratique des peuples africains, CDPA, représentée par madame Brigitte Adjamabo Johnson et messieurs Pascal Adoko et Bouchou Sibabi. Les démocrates socialistes africains DSA, représentés par messieurs Sambiri Targon, Richard Tinjo et Baré Nabine. Les forces démocratiques pour la République FDR, représentées par messieurs Paul Dodji Apevon, James Amaglo et Kohan Binafam. Le pacte socialiste pour le renouveau PSR, représenté par messieurs Tchessa Abi, Chakora Bodé et Raphaël Biaou Tchala. Le parti Les Démocrates, représenté par messieurs Gérard Akoumé, Yaovia Foli et Kwame Nguissan. Le parti des Togolais, représenté par messieurs Nathaniel Olympio, Vincent Abidi et madame Rakia Assoumana. L'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, représentée par messieurs Antoine Foli, Étienne Erolakaza Tchagolé et Abochi Kwame Messan Tchekwa. L'opportunité a été donnée à chaque participant de livrer ses propres évaluations et analyses du chemin parcouru et surtout des raisons explicatives des résultats auxquels la coalition est parvenue. À la suite des discussions, les conclusions ci-après ont été approuvées par l'ensemble des participants.
Premier thème de la réflexion, le bilan des 18 mois de lutte commune pour la démocratie au Togo. 1. Les résultats obtenus. En point 1, les participants ont fait le constat unanime qu'à ce jour, la coalition n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'est fixés dans sa plateforme revendicative, ce que les participants ont déploré. Ils considèrent que les élections législatives unilatérales du 20 décembre 2018, ayant abouti à une Assemblée nationale monocolore, constituent un vrai recul par rapport à l'objectif d'un Togo démocratique que tous les Togolais appellent de leur vœu. 2. Les participants ont quand même relevé tout au long de ce combat commun des éléments encourageants, permettant d'envisager l'avenir avec optimisme et conviennent de poursuivre la lutte avec encore plus de détermination. 3. Au titre des éléments encourageants, les participants ont relevé une prise de conscience générale de ce que la lutte pour l'alternance et la démocratie est une lutte collective qui doit rassembler les forces démocratiques, les organisations de la société civile et les Togolais de l'étranger. 4. Les participants se sont félicités de ce que, malgré toutes les embûches et difficultés auxquelles elle a été confrontée, la coalition ait su résister au temps et à l'usure. Elle a réussi à briser les barrières et tabous artificiels développés et entretenus de longue date par un régime qui s'est toujours évertué à présenter le combat du peuple togolais pour la liberté et la démocratie comme un combat antagoniste nord-sud. Toutes les zones du pays jusqu'alors fermées à toute forme de contestation grâce aux dispositifs militaires de répression déployés par le régime se sont désormais jointes au mouvement de libération nationale. 5. Les participants se réjouissent de ce que la mise en place de la coalition ait non seulement canalisé et renforcé la détermination des Togolais contre le régime dynastique RPT-UNIR, mais aussi grandement contribué à susciter l'espoir auprès des populations togolaises. Deuxième sous-point, l'analyse et l'évaluation des résultats constatés. 6. La synthèse des différentes interventions sur ce point a fait apparaître que dans l'euphorie générale, née de la très forte adhésion des populations togolaises à sa plateforme revendicative, la coalition a par moments confondu l'objectif qui était l'alternance et les moyens qui étaient les manifestations et le dialogue pour parvenir à son objectif. 7. Les discours, les déclarations et les attitudes n'ont pas toujours été l'illustration d'une véritable homogénéité au sein de la coalition. Les participants ont volontiers reconnu que ce manque d'homogénéité a pu parfois conduire la coalition à des actes ratés ou manqués. 8. À titre d'exemple, les participants ont unanimement admis que la décision de suspendre les manifestations de rue à la demande des facilitateurs a été préjudiciable à la mobilisation populaire nécessaire au maintien de la pression sur le régime. Après la suspension, la coalition n'a plus jamais été en mesure de se donner les moyens de reprendre les manifestations avec la même ampleur. 9. Le parcours de la coalition a également été marqué par un déficit de cohésion, de confiance et de solidarité, avec comme conséquence des actes parfois désordonnés, des prises de position individuelles non conformes aux positions d'ensemble adoptées au sein de la coalition, des annonces d'activités qui se sont soldées par des reports. 10.
Les participants ont observé que la mobilisation populaire n'a pas eu la même ampleur dans toutes les zones du pays. Dans certaines zones, les actes de répression systématique perpétrés par les forces de défense et de sécurité au service du régime ont souvent contraint les populations à des réflexes sécuritaires légitimes qui ont pu dissuader certains Togolais désireux de sortir dans la rue. 11. Les participants ont également reconnu que l'absence ou le mauvais fonctionnement des structures locales fédérées de la coalition à l'intérieur du pays ont été préjudiciables au travail d'information, d'explication et de pédagogie nécessaire à une forte mobilisation des populations. 12. Les participants ont relevé l'insuffisance des actions de convergence en direction de la société civile et des diasporas pour opérer le saut qualitatif qui aurait donné un caractère plus citoyen à la mobilisation populaire. 13. Au sujet du mot d'ordre de boycott du dernier recensement et du refus de participer aux élections législatives du 20 décembre 2018, les participants ont unanimement réaffirmé leur pleine adhésion à ce choix politique responsable de ne pas servir de faire valoir à une parodie d'élection. 14. À ce sujet, les participants ont déploré le fait que la CEDEAO ait interrompu le processus de dialogue sans avoir apporté des solutions à la crise togolaise et n'ait pas été en mesure de faire respecter sa propre feuille de route. Le deuxième grand point de la réflexion concerne les fondements d'une nouvelle dynamique unitaire des forces démocratiques. Premier sous-point, les objectifs et la ligne politique de la coalition. 15. Les participants ont réaffirmé leur adhésion aux 3 objectifs ci-après de leur lutte commune pour la libération du Togo. Petit a, obtenir la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, y compris le droit de vote pour les Togolais de l'étranger, ainsi que les conditions d'organisation d'élections démocratiques, transparentes et équitables au Togo. Petit b, obtenir la libération de tous les militants des partis politiques et des organisations de la société civile encore en détention dans les prisons togolaises suite aux manifestations pacifiques organisées par la coalition, le retour au pays de tous les réfugiés et des exilés. Petit c, nous organiser pour aller ensemble aux prochaines élections au Togo. 16. Les participants sont décidés à poursuivre leur combat au sein de la coalition et à mobiliser encore plus fortement les populations togolaises pour l'obtention des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, la victoire aux prochaines élections en vue d'une meilleure gouvernance du Togo au profit du peuple togolais. 17. Les participants se sont accordés sur le principe d'aller ensemble aux prochaines élections locales et se sont engagés à lutter avec les populations togolaises afin que les prochaines élections se déroulent dans les meilleures conditions de transparence et d'équité. Deuxième sous-point, le débat sur la prochaine élection présidentielle. 18. À l'issue d'un débat franc, sincère et ouvert, les participants se sont engagés à accentuer la mobilisation pour obtenir les réformes et à aller ensemble à la prochaine élection présidentielle de 2020 en mutualisant les ressources. 19. À cet effet, les participants ont reconnu que la désignation par la coalition d'un candidat unique
face aux candidats du pouvoir serait l'option idéale, sans pour autant minimiser les difficultés liées à la mise en œuvre d'une telle option. 20. Sur les 9 participants, 6 se sont prononcés en faveur de la désignation d'un candidat unique de la coalition à la prochaine élection présidentielle. 2 se sont prononcés en faveur de candidatures multiples sous un parapluie commun et un parti n'a pas encore de position clairement affichée sur le sujet. 21. Tous les participants sont néanmoins d'accord pour faire du prochain mandat un mandat de transition impliquant tous les acteurs autour d'une plateforme politique commune. 22. Les participants se sont engagés à poursuivre les discussions sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette option, notamment celles concernant les modalités et les critères de désignation d'un candidat unique. Troisième sous-point, la restructuration de la coalition. 23. En vue d'une meilleure efficacité, les participants ont décidé de restructurer la coalition autour des instances suivantes. Une conférence des présidents regroupant les premiers responsables des partis membres. Elle sera l'instance de décision et d'orientation politique de la coalition et aura en son sein un comité stratégique et un porte-parole. 2. Une conférence plénière composée de la conférence des présidents, d'un collaborateur de chaque premier responsable et des responsables des commissions. Troisième instance, une coordination nationale tournante de 3 présidents de partis. Elle sera l'organe de direction de la coalition. Quatrième instance, un secrétariat exécutif avec en son sein des commissions spécialisées. Il sera l'organe d'exécution de la coalition. Enfin, une coordination locale sera mise en place au niveau de chaque préfecture à l'image de la coalition nationale. Troisième grand point des 2 journées de réflexion, les actions urgentes à mener. 24. Les participants ont convenu de poursuivre les discussions sur les modalités de mise en œuvre des conclusions des 2 journées de réflexion. 25. Les participants ont décidé d'entreprendre des démarches officielles et républicaines en direction des autorités togolaises afin de les saisir d'un certain nombre de sujets de préoccupation et d'intérêt national. 26. Les participants ont adopté un programme d'action, de mobilisation, de sensibilisation et d'information en direction des populations togolaises. 27. À la suite de ces 2 journées de réflexion, des invitations formelles ont été adressées aux partis politiques membres de la coalition n'ayant pas pris part aux travaux afin de partager avec eux les conclusions auxquelles les participants sont parvenus. La même démarche a été menée en direction des partis politiques partenaires de la coalition et des organisations de la société civile et de la diaspora. Fait à Lomé le 12 mars 2019 pour la coalition, la coordinatrice, Madame Brigitte Adjamago Johnson. Voilà donc le relevé des conclusions de ces 2 journées de réflexion que nous venons de porter intégralement à votre connaissance. Je pense que suite à cela, vous avez certainement beaucoup de questions à poser. On va prendre une série de 5 questions
auxquels les présidents vont répondre. Ensuite, une seconde série, ça fera 10, on se suffira, ou peut-être 15 si vous êtes en appétit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Sylvain Soulier, dans la manchette. D'abord, qui a pris cette initiative, c'est vrai qu'il y a une équipe qui a fait parfait, qui est au fond de la population congolaise. Néanmoins, j'ai quand même quelques préoccupations. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais le président Jean-Paul, il disait justement qu'au dernier point, que vous avez invité les partis qui ne sont pas membres à s'extraire quand même des conclusions. Mais la dernière fois, lors de la conférence de presse du PNP, ils disaient qu'ils attendent les relevés de conclusion. Je ne sais pas quand est-ce que vous, c'est après la conférence que vous avez également invité cela à partager. Ma deuxième préoccupation, surtout dans la première dizaine donc, des points, il disait que vous avez noté que la non-fruition des actions au sein du gouvernement déficit pour la coalition. Est-ce qu'entre-temps, vous avez quand même pensé ne serait-ce que harmoniser la communication au niveau donc, de la coalition? Parce que on a remarqué que tout au long donc, de la vie, chacun prenait la parole, disait ce qu'il veut, et finalement, au niveau donc, de la presse, on est totalement perdu, on ne sait pas qui voit. Est-ce que vous avez finalement trouvé ne serait-ce qu'avoir peut-être un porte-parole au niveau de la coalition? Comme ça va harmoniser la communication. Et puis ma dernière, vous avez bien fait donc de remarquer qu'il faut parfois bouger ce régime-là afin donc d'avancer. Et vous avez prévu quand même des manifestations. Donc, c'est quand la prochaine manifestation? Oui. Oui, vous pouvez aller. Alors, vous dites dans votre déclaration que vous ferez tout pour avoir les réformes afin d'aller au local. Vous dites que vous allez tout faire pour avoir les réformes afin d'aller aux élections locales. Alors, à supposer que le pouvoir, comme le 20 décembre, ne réalise pas les réformes, est-ce que vous allez participer aux élections locales sans les réformes? Ma deuxième question, le PNP, lors de sa conférence de presse, promet relancer la mobilisation parce qu'ils disent qu'ils vont appeler à de nouveaux mots d'ordre. Et tout à l'heure, vous dites aussi que vous allez faire aussi des mobilisations. Est-ce que cela va se faire de concert ou bien chacun sera dans son coin pour lancer les mots d'ordre? Merci. Oui, moi, c'est la même histoire. Merci pour le diagnostic, ça montre que la coalition ne se porte pas bien. Il y a par rapport à l'élection de 2020, vous avez dit que bon, ce serait bon d'avoir un candidat unique et 6 partis sur 9 ont quand même proposé cette option-là. Ma question va à l'ancien chef de l'opposition, c'est vrai qu'on vous a annoncé comme candidat unique naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans cette posture un candidat naturel, la coalition, pour 2020? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans cette posture? Et de deux, les 5 qui n'étaient pas présents lors des jeux de réflexion, est-ce qu'aujourd'hui ils sont toujours avec vous ou bien c'est la 5 qui est là aujourd'hui? Oui. Le prochain. J'ai le micro. Le nom. Albert Agbeko. Oui, comme la voix. On ne compte pas. Albert Agbeko. Albert Agbeko. Organe. Tongoskou. Allez. Bon, ma question, j'aimerais savoir. Chers collègues, comme on ne vous entend pas, J'aimerais savoir ce qui s'est passé à la rencontre de Conakry. Et depuis cette rencontre,
Depuis cette rencontre, on a senti que même les chefs d'État qui étaient proches de la coalition ont pris une distance qu'on ne comprenait pas, même le président ghanéen et le président nigérien qu'on a un temps dit qui sont une oreille attentive vis-à-vis de la C14, mais depuis la rencontre de Conakry, on a senti une distance. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry pour qu'on assiste à cette situation? Ma deuxième préoccupation, l'avant-dernière rencontre de la C14, l'avant-dernière conférence de presse, je crois, vous avez appelé à une mobilisation citoyenne. Mais depuis, on ne sent rien. Au contraire, on sent plus un éclatement de la C14. Qu'en est-il de cette mobilisation dont vous avez fait appel? Merci. Oui. Oui, à la suite de la question du complexe d'État, de savoir si les autres sont toujours membres de la C14. On attend. Donc à la suite de la question de GEDAS, qui est de savoir si les autres sont toujours membres de la C14, je voudrais poser une question. Au cas où ils sont toujours membres, puisqu'on n'a pas entendu une démission formelle du groupe, est-ce que vous avez tenté de partager les résultats les conclusions de vos travaux avec eux avant cette conférence de presse? Si oui, qu'est-ce qui explique l'absence, par exemple, du PNP aujourd'hui à cette conférence de presse? Deuxième préoccupation. J'entends dire par certains Togolais de la diaspora qu'aujourd'hui, il n'est plus question de réforme. Parce que, accroché aux réformes, vous allez perdre du temps, selon certaines explications, jusqu'aux élections prochaines et finalement, vous serez éloigné de vos objectifs. Est-ce que, quelles que soient les conditions, la coalition présentera sa candidature aux prochaines élections et locales et présidentielles? Merci. On les prend dans l'ordre. Hein? On les prend dans l'ordre. Dans l'ordre. Mais il y a des questions qui me sont adressées. Ouais, vas-y. Alors, je préfère commencer par ces questions-là et puis laisser les questions les plus difficiles à mes collègues. Parce que tu crois que celle-là n'est pas difficile. Donc, merci pour les questions. Alors, quelqu'un m'a dit directement, ah oui, c'est la première question. Quand est-ce qu'on reprend les manifestations? Vous voulez que Jean-Pierre Fabre réponde ou bien que si ça ne dépend que de moi, on les aurait déjà reprises depuis longtemps. Donc, on attend, on se prépare. Vous avez vu, on a un programme. On va essayer de nous préparer pour exécuter le programme que nous avons élaboré. Donc, tout le monde brûle d'envie de commencer, de reprendre les manifestations. Autant que vous, j'espère. Oui. Alors, bon, il y a certaines choses que je dois me lever pour les dire. Comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a une question qui concerne le candidat naturel. Le candidat naturel. Et je dis que
les polémiques ou la polémique suscitée par les déclarations d'un membre de l'ANC, que ces polémiques n'ont pas lieu d'être. Parce que il suffit de comprendre ce que c'est qu'un candidat naturel. Chaque parti a un premier responsable. Et ce premier responsable est le candidat naturel de ce parti. Ça s'appelle candidat naturel. Il ne s'agit pas, personne n'a dit, et je serais heureux de l'apprendre. Malheureusement, ça n'a pas été dit, que Jean-Pierre Fabre est le candidat naturel de la coalition. C'est à un meeting de l'ANC que un responsable, un militant de l'ANC a dit que Jean-Pierre Fabre est le candidat naturel de l'ANC pour la présidentielle. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel, comme M. Antoine Folly est le candidat naturel de l'UDS, comme M. Maître Apémon est le candidat naturel du FDR. C'est ça le candidat naturel. Alors, avant de sauter sur les gens pour les insulter, je crois qu'il faut faire l'effort de comprendre les choses. Alors, Gidas, voilà le candidat naturel de la coalition. Non. Si vous me l'apprenez, j'applaudirai. Je suis le candidat naturel de la coalition. Quelle joie, alléluia. Mais il n'en a pas été question. Il n'en a pas été question aux journées de réflexion. Évidemment, je l'ai appris, puisqu'on me coiffe toujours de beaucoup de chapeaux. Et j'ai appris ça aussi, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Donc sur la question du candidat naturel, je crois que tout le monde a compris. Est-ce que les 5 qui n'étaient pas présents Ils sont toujours membres de la... Sont toujours membres. Oui, mais M. Alphonse Ken a répondu. Ils n'ont pas envoyé une démission formelle de la coalition. Est-ce que nous avons tenté de partager les conclusions avec eux, avec ceux qui n'étaient pas là? On a fait beaucoup d'efforts. Mais pour nous, c'était naturel. Enfin, si je dis effort, même, ce n'est pas un effort. C'est tout à fait naturel, comme le candidat naturel. C'est tout à fait naturel de partager avec eux, bien qu'il aurait été préférable que s'ils avaient des griefs à formuler, qu'ils viennent en discuter avec nous. Mais quand on a fini les conclusions et on a demandé à les rencontrer pour leur présenter nos conclusions. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Un seul est venu. Un seul est venu. C'est le cas. Les autres qui ont été invités formellement et qui n'avaient pas décliné à l'invitation, qui n'avaient pas décliné cette invitation, ne sont pas venus, bien qu'ils étaient attendus.
Je vais laisser les questions les plus compliquées aux autres. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu files le bébé? Qu'est-ce qui est compliqué? Oui. Bien. Avant de tenter de répondre à quelques questions, je voudrais parler à nous tous, à tous les Togolais, partis politiques, société civile, diaspora. Pour dire quoi en réalité? Le combat qui est le nôtre aujourd'hui, enfin le combat que nous avons engagé depuis des années contre la dictature qui nous régente, c'est un combat difficile. Alors, ce combat est tellement difficile que les positionnements individuels de partis ne nous amèneront nulle part. Les positionnements de partis ne nous amèneront nulle part. Et c'est pour cette raison que nous l'avons compris à un moment donné pour mettre en place une coalition. Parce que si un parti était capable lui tout seul de régler le problème, on ne serait pas en coalition. On s'est mis en coalition parce que nous avons compris que le combat est difficile. Un parti pris isolement, oui, il fera ce qu'il peut. Mais nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de l'apport des partis politiques. Nous avons besoin de l'apport de la société civile. Nous avons besoin de l'apport de la diaspora. Et ça a fonctionné de manière harmonieuse pendant 18 mois. Nous avons mis ce pouvoir sous pression. Le relevé de conclusion l'a relevé. C'est vrai, nous sommes des hommes, nous sommes des partis politiques. Chacun a sa manière de voir les problèmes. Il y a eu quelques problèmes de malentendus. Il y a des problèmes d'écart parfois. Mais cela ne justifie pas ce qu'on constate aujourd'hui. Cela ne justifie pas que le combat qui doit être un combat d'union de tout le monde, rien ne peut justifier aujourd'hui qu'on aille de tous les côtés, chacun de son côté, pour dire quoi. Alors, aller de son côté pour faire quoi à la fin? Chacun va de son côté aujourd'hui pour faire quoi à la fin? Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser. Parce qu'à la fin, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, qu'à la fin des élections, au lendemain des élections du 20 décembre, la première conférence que nous avons tenue ici, nous avons dit, nous allons maintenant lancer un mouvement citoyen. Parce qu'à un moment donné, nous avons compris nous-mêmes, en tant que parti politique, que même au niveau de la C14, ça ne suffisait pas. Il faut tendre la main encore un peu plus à tous les citoyens, quel que soit leur bord, qu'ils soient engagés politiquement ou non. Alors, au moment où on dit qu'il faut aller ratisser l'âge, ce n'est pas en ce moment que nous allons nous effriter à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que ça ne se comprend pas. Parce qu'aucun argument aujourd'hui ne peut me convaincre que partir, provoquer l'éclatement de la C14 est la bonne solution. C'est une mauvaise solution. Parce que ça n'apportera rien. Alors, pour revenir un peu à l'esprit de ce qui a été dit, a conduit à notre assise là, pour comprendre le fond, je voudrais dire justement au niveau de la procédure ce que nous avons fait. Nous avons estimé à un moment donné qu'après 18 mois de combat, il faut s'asseoir pour faire le bilan. Parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas faire un combat de 18 mois sans vous asseoir pour dire comment on fait le bilan. Apprécier ce que vous avez fait de bien et déplorer ce que vous avez fait de mauvais et corriger le tir. C'est comme ça qu'un homme normal se comporte. Vous ne pouvez pas amener les populations dans la rue pendant 18 mois sans faire de l'autocritique vous-même, sans faire de bilan. Et sur le principe de bilan, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord qu'on doit faire un bilan. Alors, pour que le bilan soit fait, où les assises se tiennent de manière correcte, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, il faut mettre une cellule en place, une cellule préparatoire. Cette cellule a préparé pendant plus de 2 semaines ces assises-là, et on nous a transmis les conclusions de la cellule. Et c'est sur la base de la cellule, des conclusions de la cellule, que nous sommes allés aux journées de réflexion. Mais c'est à la veille des journées, au moment où les conclusions étaient prêtes, on a fixé la date, que certains ont dit qu'ils ne viennent plus.
d'autres ont dit, on a constaté l'absence de certains le jour des assises. Il y a certains même qui n'ont pas annoncé qu'ils ne venaient pas, et c'est le jour-là qu'on a constaté qu'ils ne sont pas venus. Mais l'appel que je fais aujourd'hui, c'est, je ne condamne personne. Je ne veux pas lancer les pieds à quelqu'un. Nous avons l'obligation de résultat. Nous avons l'obligation au niveau de l'opposition, nous avons l'obligation de faire en sorte que nous puissions libérer le peuple togolais des mains de la dictature. C'est ça notre mission. Une autre mission à côté qui fait que oui, mais je vais me positionner, ou je vais faire ceci, je ferai ceci, on va me faire, c'est moi. Non, parce que dès le départ de notre combat, toute la guéguerre qu'on a obtenue, celui-ci dit, oui, moi je suis le premier, où j'ai réveillé celui-ci, je suis fait ceci. Ce n'est pas ça le combat, ce n'est pas nécessaire. Comment nous faisons pour que en 2020 là, on nous dise que Faure n'est plus là? Qu'est-ce que nous faisons? En réalité, c'est ça justement notre préoccupation. Donc, ceci étant, les questions qui ont été posées pour moi, même nos camarades qui ne sont pas venus, parce qu'on vous a dit, lorsqu'on a fait on a mis en place la cellule, on a été à la journée, certains même nous ont fait reporter à plusieurs reprises la tenue de ces assises. Mais lorsque nous sommes revenus en personne normale, nous avons dit, mais il faut quand même partager les conclusions avec nos camarades. On les a invités à venir partager les conclusions de nos assises. On vous l'a dit tout à l'heure, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Mais nous ne sommes pas découragés pour autant. En dehors d'eux, nous avons partagé ces conclusions avec des partis politiques qui ne sont pas même membres de la coalition. Nous avons partagé les conclusions avec la société civile et la diaspora. L'appel que nous faisons, nous lançons à partir de cette conférence, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas venus aux assises là puissent réfléchir et revenir regagner les rangs. C'est pour ça que je dis on ne jette de pied à personne, parce que c'est unis que nous gagnerons la bataille. Unis que nous gagnerons. Parce que lorsqu'on lancera les prochaines manifestations, il faut qu'on constate que c'est ensemble qu'on s'est retrouvés pour les organiser. Que quelqu'un organise ces manifestations de son côté, l'autre ici et là, quel résultat on obtiendra? Ensemble, on sera plus fort. Et c'est pour ça que la question qui a été posée, j'en profite pour répondre rapidement à la question concernant la mobilisation citoyenne que nous avons lancée. Nous avons fait notre bilan. Comme le Colibri, nous avons fait notre part. La société civile sera comment vous appelez ça? En forum à partir de vendredi et samedi. C'est pour réfléchir à la même question. C'est vendredi et samedi. Donc, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus au niveau de la coalition, eux aussi, ils vont tirer leurs conclusions. Et ensemble, on mettra ces conclusions-là pour que finalement, on dessine une ligne directrice pour les prochaines manifestations et pour savoir ce que nous faisons réellement. On a posé la dernière question à laquelle je vais répondre rapidement. On nous demande, est-ce que, même s'il n'y a pas de réforme, est-ce qu'on ira aux élections? Mais en réalité, ce qui nous a mis dans la rue, c'est le problème des réformes. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut dire, même s'il n'y a pas de réforme là, moi je vais aux élections. Ça ne se comprend pas, ça ne se comprendra pas. Nous devons faire la pression nécessaire pour que les réformes là se fassent. Mais au même moment, on est en train de réfléchir, nous sommes partis politiques, ce que nous disons, c'est que nous nous battrons pour les réformes. Mais nous n'allons pas croiser les bras, et que si c'est à la veille des élections que les réformes sont faites, c'est à ce moment qu'on va dire comment on fait maintenant pour préparer les élections. Un parti politique ne se comporte pas comme ça. Nous allons commencer à réfléchir sur l'organisation des élections. En même temps, nous nous battrons pour les réformes. Si on a les réformes, on va aux élections. Les deux vont de pair. C'est comme ça qu'un parti politique fonctionne. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Alors personne ne peut nous faire le reproche aujourd'hui en tant que parti politique. Pourquoi vous réfléchissez à l'organisation des élections? C'est anormal. C'est vraiment anormal qu'on dise à un parti politique pourquoi vous pensez à l'organisation des élections. Nous disons, nous nous battrons pour les réformes, mais au même moment, nous devons réfléchir, anticiper sur les événements pour que le moment vienne, les choses ne nous surprennent pas. C'est dans cette posture que nous sommes. Je vous remercie.
professeur. Merci beaucoup. J'ajoute simplement deux petits éléments. Je crois que sur cette question de bilan, puisque la rencontre devait permettre de faire le bilan, préciser qu'en réalité, dès le lendemain des élections, nous avons commencé un premier bilan. On a fait une réunion pour le bilan. C'est la suite de cette réunion qui a conduit, en quelque sorte, à la rencontre également et des journées de réflexion. Donc, j'aurais appris que tu vas répondre à la question de Conakry, je ne sais pas. Le bilan de ce qui avait été fait. Je m'inscris en faux comme cela en disant qu'on avait fait déjà un premier bilan qui a conduit à l'organisation de la journée. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est une sorte de comparaison. Prenez une équipe nationale qui va à la Coupe du Monde. Et vous, membre d'une équipe, vous voulez être le meilleur joueur, qu'on dise que vous êtes le meilleur joueur et que votre équipe n'est pas la Coupe du Monde, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'est pas préférable de jouer en équipe pour que l'équipe soit championne du monde, plutôt que de préférer, je fais un jeu seul pour être le meilleur joueur du tournoi. Vous êtes meilleur joueur du tournoi, votre équipe a perdu, vous n'êtes pas un champion. Donc il est préférable que tous ensemble, nous puissions jouer en équipe et de comprendre qu'on n'a pas besoin de descendre un parti de l'opposition pour être bien vu par le peuple togolais. Pour que nous soyons bien vus par le peuple togolais, c'est que nous devons tous lutter pour faire sortir notre pays de la situation que nous connaissons. Donc, je crois que c'est la seule bataille qui doit pouvoir nous mobiliser. Je vous remercie. Merci. Je reviens sur la question de notre ami au sujet de Conakry. Quand on examine un peu les événements, ce n'est pas de Conakry que date quelque chose, que date l'attitude étrange des chefs d'État. Les problèmes ont commencé au sommet de la CEDEAO ici le 14 avril. Vous vous souvenez, on était ici le 14 avril 2018 quand les chefs d'État étaient en sommet et nous étions ici au siège de la CDPA. On nous a arrosé de grenades lacrymogènes, etc. Les problèmes ont commencé là-bas au dire d'un chef d'État qui nous l'a dit. Lorsqu'on a rencontré les chefs d'État le 27 juin ici. Donc, il n'y a rien à voir avec la rencontre de Conakry les 5 et 6 novembre 2018. À Conakry, on a présenté nos mémos, nos exigences. On a eu des réunions avec le président Alpha Condé. C'est au sujet on vous l'a dit, au sujet de la CENI. Au sujet de la CENI, les 8 et 8, et le président Alpha Condé nous a dit, nous nous sommes mis d'accord pour que le président de la CENI vienne de l'extérieur. Donc nous, on est parti de Conakry avec cette assurance. Et au sujet du recensement électoral également, c'est lorsque après la CEDEAO, la commission de la CEDEAO a rendu public un communiqué que nous avons constaté que les assurances qui nous avaient été données n'étaient pas dans le communiqué. Le communiqué ne contenait pas les assurances qui nous avaient été données. Donc, ce n'est pas de Conakry que l'attitude vis-à-vis de nos exigences, que l'attitude a changé. Et moi je dis toujours, on finira, j'ai déjà dit ici à une conférence de presse,
on finira par savoir les raisons pour lesquelles il y a eu cette attitude, ce comportement de la CEDEAO à notre égard. Rien ne peut se cacher. On finira par le savoir. Comment on a pu reporter les élections législatives de Guinée-Bissau de 4 mois à partir d'octobre. Et comment on n'a pas pu reporter les élections législatives au Togo malgré les démarches effectuées par les confessions religieuses. J'écarte même les positions de nos positions, mais les confessions religieuses, toutes les composantes de la société civile. Donc, ça ne date pas de Conakry. Ça n'a rien à voir avec Conakry. C'est avant. À l'harmonisation de la communication. Notre diagnostic a relevé que quelquefois nous n'avons pas eu à dire les mêmes choses comme on l'aurait souhaité. C'est pourquoi nous avons, au niveau de la conférence des présidents, qui va être bientôt mise en place, nous avons prévu une cellule que nous appelons porte-parola. Et au niveau de cette cellule, c'est des gens qui ont suivi les prises de décision qui vont prendre la parole au nom de la coalition, et il y aura une certaine harmonisation de notre communication. C'est important. Je crois que Sylvestre Béni a posé une question. Peut-être qu'on a répondu, mais je pense que ça doit être suffisamment clair. Il a demandé si nous avions invité le PNP, ça, avant sa conférence de presse. Mais ça n'a pas été clairement répondu. Nous affirmons que nous avons invité nos frères du PNP bien avant leur conférence de presse pour venir partager avec nous nos conclusions. Malheureusement, ils n'ont pas déféré à cette invitation. Se sont passés. Lorsque nous avons décidé, lorsque nous avons pris la décision d'aller à ces 2 journées de réflexion, d'abord, c'est une décision qui a été prise collectivement. Tous les partis étaient d'accord sur le principe d'aller à ces 2 journées de réflexion. Donc, comme Jean-Pierre l'a précisé tout à l'heure, une cellule avait été mise sur pied, la cellule a travaillé, et je voulais même faire remarquer que dans cette cellule, il y avait des gens, des partis qui n'ont pas participé aux 2 journées. Donc c'est vous dire que ce travail, on l'a fait collectivement. Même le programme de ces 2 journées, ce programme a été établi à l'issue de 2 ou 3 réunions de travail. Nous avons fait un premier jet dès le 12 février qui a été envoyé à tous les partis. Ensuite, on est revenu là-dessus parce que certains partis ont fait des observations et la version définitive des 2 journées des 2 journées de travaux, la version définitive a été arrêtée le 18 février et tout le monde l'avait. Et donc ce document avait été adressé à tout le monde. Voilà comment les choses se sont passées. Et comme l'ont précisé tout à l'heure les uns et les autres, c'est vrai qu'après, malgré tout ça, après les 2 journées de réflexion, nous avions donc programmé de rencontrer les partis qui n'étaient pas présents. Alors, comme on l'a dit, heureusement, seul le CAR a répondu à cette invitation. Nous lui avons présenté les conclusions. Ils nous ont dit ce qu'ils en pensent. Il a été convenu que lorsque le document sera rendu public, on leur enverra. Malheureusement,
Le PNP, effectivement, a été invité également. Le Togo autrement a été invité. La Santé du peuple. Il n'y a que le MCD qui n'avait pas été invité parce que vous connaissez quels étaient nos rapports depuis quelque temps. Donc, en dehors du PNP, du MCD, les 4 autres ont été invités. Malheureusement, seulement le cas s'est présenté. Mais ce qui est important, nous ne tenons pas cela comme un casus belli. Non, nous allons continuer. Et ce document, ce relevé de conclusion, nous allons les envoyer maintenant, nous allons l'envoyer officiellement à tous les partis, y compris ceux-là qui n'ont pas pris part aux journées de réflexion. Et selon le souhait de... je fais mien l'appel qui a été lancé tout à l'heure par Maître Apévon. Nous espérons que, à la lecture de ces relevés de conclusion, ils se rendront compte que tout ce qui a été raconté sur les procès d'intention qui ont été faits, eh bien, rien de tout ça ne correspond à ce qui a été fait au cours de ces 2 journées et qu'ils se raviseront et reviendront à la coalition pour que, ensemble, nous puissions continuer le travail que nous avons commencé. Nos objectifs restent encore intacts. Nous devons poursuivre le travail pour les atteindre. Je vous remercie. Terminé. Merci. Disais, la chose qui les intéressait le plus, tu as désamorcé ça. Je fais partie d'un petit commentaire dans la mesure depuis 2002, passant par les 22 engagements. L'opposition togolaise a toujours réclamé les réformes avant l'organisation des élections présidentielles. En 2012, avec l'appui de la société civile, notamment le CSD, on a réclamé aussi la mise en œuvre des réformes avant la présidentielle de 2015. Et en ce moment-là, on était à 3 ans de l'échéance. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an de la présidentielle. Vous êtes devant nous. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui? Quels sont les signaux qui vous rassurent que cette fois-ci, ce serait la bonne en 9 mois? J'ai bien dit depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit qu'en 9 mois, au moins avant la prochaine présidentielle, les réformes vont avoir lieu? C'est ma première question. La deuxième question, tout à l'heure, dans la lecture des conclusions, j'ai entendu M. Antoine Folly dire que dans l'une des conclusions, vous avez dit que vous avez souhaité dégager un candidat unique au sein de la coalition pour la présidentielle. Au même moment, vous avez dit que vous ne perdez pas de vue les difficultés qu'il y a à atteindre cet objectif. Je voudrais vous demander de me dire un peu quelles sont les difficultés que vous appréhendez déjà et qui rendent un peu complexe la démarche de désigner un candidat unique de la coalition. Troisième question, M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à dire à vos militants et à vos confrères de l'opposition que j'ai déjà fait 2 tentatives? Cette fois-ci, je suis prêt à laisser la main à un certain Éric Dupuis, à un certain Antoine Folly, pour qu'ils participent à l'élection présidentielle au nom de mon parti ou au nom de l'opposition et à quelles conditions? Merci. Dans le document lu par M. le ministre Antoine Folly, vous avez relevé une fusion entre les objectifs et les moyens. Vous avez également relevé l'inadéquation ou bien ce qu'on peut appeler manque d'harmonie entre les décisions, les déclarations, les actions, etc. Ça me pousse à vous poser cette question. Quel facteur influence le travail au sein de la C14?
pour qu'on arrive à mélanger l'objectif et les moyens, pour qu'on arrive à mettre l'écart entre les propos, les déclarations, les actions. Qu'est-ce qui concrètement influence le travail au sein de la C14? Je reste dans la même logique pour savoir ce qui divise la C14. Quelles sont les raisons, selon vous, qui ont poussé vos membres, certains de vos membres, à faire des déclarations sur la vie de la coalition sur les ondes? Quel est le mobile? Est-ce que vous avez compris cette démarche? Qu'est-ce qui a fâché ces personnes pour que le coup soit porté sur les ondes à l'endroit de la C14? Vous avez également parlé dans les actions urgentes à mener de la poursuite des discussions pour la mise en œuvre. Vous avez quelque part aussi dit que vous alliez, si j'ai bien compris, prendre langue avec les autorités par rapport bien sûr à la question des réformes. Avez-vous déjà entamé des démarches? Si oui, expliquez-nous. Sinon, quand est-ce que vous allez les entamer? Merci. Oui, merci beaucoup. Je fais un constat, permettez. Je suis un peu triste ce matin. Triste, c'est parce que au moment où le Togo faut cycler, veut continuer, pas diriger le Togo avec l'histoire du 4e mandat, et que de l'autre côté, au niveau de la jury, les gens sont mobilisés, barrer la route à Bouteflika, qui a renoncé à ce 5e mandat. Ici, on se querelle. Nous sommes pratiquement dans le même bateau qui coule. Les journalistes ne sont pas épargnés, les commerçants ne sont pas épargnés, les politiques ne sont pas épargnés. Au lieu de fédérer les forces, faire bouger les lignes et empêcher Paul Yasseke de continuer à diriger ce Togo avec la dictature que nous connaissons, on se chamaille, on tient des propos sur les enchaînes qui aujourd'hui divisent l'opinion. En première question, c'est de savoir comment comptez-vous maintenant pour mobiliser encore la masse qui est démobilisée au dehors. C'est ma première question. Ma seconde question, peut-être qu'il y a un confrère qui a posé la question, mais je ne sais pas s'il a bien articulé concernant ce qui s'est passé à Accra et à Conakry. On parle d'une question de sous, l'argent au Togo, on dit voilà, ils sont partis, ils sont partis tenir des propos sur les antennes. Vous étiez à Accra, vous étiez à Conakry, vous avez pris l'argent, aujourd'hui ça divise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette histoire de sous au niveau de la coalition? Et ma troisième question, qu'est-ce qui a peut-être, pour terminer, qu'est-ce qui a motivé, vous a motivé au niveau de la coalition à soulever la question de la candidature unique? Quand on sait qu'au lendemain de la création de la coalition, les gens sont venus avec le calcul. Si ça n'a pas marché, ils vont encore retourner à la case départ. Qu'est-ce qui a motivé à ce que vous posiez aujourd'hui la question de la candidature unitaire de l'opposition sur la table, qui pour la plupart du temps divise? Merci. On va commencer par les plus simples pour aller au plus compliqué. Le dernier intervenant, l'Algérie. Les Algériens se sont mobilisés. Ils ont là-bas un régime qui n'est pas loin du régime togolais. C'est un régime militaire déguisé en régime civil qui organise des élections depuis. C'est les mêmes qui sont au pouvoir depuis l'indépendance, 1962. Évidemment, les chefs d'État changent, mais c'est le FLN qui dirige. Donc, vous avez vu dans les années 80 comment ils ont réglé la montée de l'islamisme chez eux. La guerre civile, ils ont fait une guerre, ils ont le front islamique a gagné les élections et ils ont fait un coup de force. Bref, c'est un régime qui n'est pas loin du nôtre, qui a pratiquement 60 ans de pouvoir. Et les populations se sont organisées pour empêcher le 4e. Le 5e, bon, je suis obsédé par le 4e du nôtre, c'est pour ça. Pour empêcher le 5e. Ils l'ont fait
dans la rigueur. Ils l'ont fait dans la discipline. Certains n'ont pas dit, cet itinéraire ne nous convient pas, on préfère l'autre itinéraire, on préfère aller prendre la présidence. Non, ils se sont organisés et ils ont dit, voilà, surtout, sortez massivement pour montrer que nous sommes contre le 5e mandat de Bouteflika. Et chez eux, tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde. Hein, certains ne sont pas restés à la maison pour dire que c'est l'affaire des marcheurs. C'est l'affaire, nous sommes des intellectuels, des avocats, des magistrats, des médecins. Marcher, non, c'est pas bon pour nous. Quand vous aurez réglé le problème, nous en profiterons. Non. Tout le monde a mis la main à la pâte. Il y a parmi les manifestants, donc comme je viens de le dire, les enseignants, professeurs d'université, avocats, magistrats, médecins, etc. Anciens combattants et tout le monde. Et ce sont ces choses-là qui manquent ici. Certains disent voilà ce qu'il faut faire. On est sûr de ça. Si vous ne voulez pas faire ça, non. Certains restent à la maison. Eux, ils sont trop intelligents pour participer au mouvement de masse, etc., etc. Donc, il y a cette dimension-là qui manque à notre mouvement et c'est le lieu de lancer un appel à tous ces gens-là. On l'a déjà fait par le passé. Je me souviens, le professeur Ourou a écrit un bel article sur les élites, les élites, leur peu de participation ou l'absence de leur participation au mouvement. Donc, cette partie-là, cette dimension manque à notre lutte. Donc, au lieu que ce soit les Algériens qui prennent modèle sur nous, c'est maintenant nous qui prenons modèle sur les Algériens pour dire, voilà, il faut tirer le son de ceci, il faut tirer le son de ceci. Mais il n'est pas trop tard. L'essentiel est qu'on se réorganise. Alors, il y a une question qui m'est adressée. Est-ce que ça ne suffit pas que... mais je suis désolé de dire que la question ne se pose pas en ces termes. Quand on a une ambition pour son pays, on porte cette ambition. Et l'ambition, ça ne se délègue pas. Dire, bon, j'ai fait deux tentatives dans quelles conditions? Non, je ne veux pas dire des choses qui vont fâcher. Vous voyez? Parce que si je veux répondre à cette question, je vais dire des choses qui vont fâcher. Mais je suis quelqu'un, je suis déterminé, persévérant, patient, décidé. Et je dis, si vous suivez l'exemple des pays où la démocratie est installée depuis longtemps, je vais malheureusement donner deux exemples d'un pays. Je vais donner deux exemples de deux chefs d'État français. François Mitterrand s'est présenté aux élections, à l'élection présidentielle en 1965, en 1974 et en 1981. 3. Jacques Chirac s'est présenté à l'élection présidentielle en 1981, en 1988 et en 1995 où il a gagné l'élection présidentielle. Donc, les choses ne se présentent pas comme ça. On ne dit pas je suis candidat, j'ai fait 2 tentatives, j'abandonne et je prends quelqu'un de mon parti
ou bien je prends quelqu'un d'un autre parti. Non. Je reconnais que c'est vrai, la situation togolaise est complexe et peut amener à penser à des solutions de ce genre. Mais ce n'est pas automatique, c'est pas, on ne dit pas, bon, tu as déjà fait ceci, ça suffit maintenant, laisse les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et il n'y a qu'au Togo, et je profite pour revenir à la question du candidat naturel. On a l'impression que l'opinion peut, parce que la situation est difficile, est compliquée, et que chacun doit faire des efforts, on peut dire, bon, toi, ça suffit, tu as fait ceci, tu ne peux plus. Non, ça peut se faire, comme ça ne peut pas se faire. Monsieur Agossou, alors, toujours les réformes, un an des présidentielles. Quels sont les signaux? Pour dire la vérité, il n'y a pas de signaux. Et on oublie quelque chose, hein. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Ces gens, hein, ils ont trouvé le moyen de faire un coup de force à la transition, de tuer. Il y a eu une guerre là-bas, à la primature, coup de force contre Kofigo. Il y a eu beaucoup de morts. Moi, je suis allé à la morgue. J'ai compté 18 militaires en tenue, morts, couchés par terre. Moi, on ne me raconte jamais des choses. Je vais voir moi-même. Donc, ces gens sont revenus. On fait des coups de force contre tout. On a l'impression que quand on parle de ces choses, on oublie qu'on a affaire à ce type de régime. Pour le moment, on ne voit pas de signaux, ce qui ne nous empêche pas de lutter pour qu'il y ait les réformes. Nous n'allons pas, parce qu'on ne voit pas de signaux, dire que non. Nous allons lutter. Et puis, les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours. Alors, quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés pour dégager un candidat? Vous savez, c'est en voyant ces difficultés que moi, j'ai pris certaines positions en disant, bon, c'est l'idéal, c'est bon, on n'arrive pas à le faire, il faut faire très attention. J'ai appris que dans la salle, aux journées de réflexion, j'ai dit que si ce n'est pas moi, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Et mes collègues sont là, ils vont vous dire les positions que j'ai défendues sur cette question. Donc ce n'est pas... Ma réponse, je l'ai déjà donnée à cette question. Chacun porte une ambition. Il porte une ambition et c'est difficile de dire à quelqu'un il faut que tu deviennes raisonnable. Non. La personne, il se présente et constate que, bon, il y a eu. Nous oublions toujours les fraudes. Nous oublions toujours la fraude à la liste électorale et tout ça. Donc, je dirais simplement, c'est compliqué parce que chacun porte une ambition. Et que il est difficile de dire à quelqu'un, écoute, tu ne peux plus être candidat. Personne n'a ce droit. Bon. Parce qu'on peut dire qu'on désigne le candidat sur des critères objectifs, mais les critères objectifs,
Même ça, c'est compliqué. Quand même. Question à laquelle j'aurais mal répondu et qui est revenue par Justin Anani. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry et à Accra? J'ai mal compris la question de monsieur Agbeko Albert. J'aurais mal compris sa question. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry? C'est qu'on a été corrompu. Je suis si bête que je n'ai pas vu par là. Non. Vous voyez, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes. Alors, le 14 avril, Jean-Pierre Fabre est allé au 2 février, nuitamment, 22 heures par là, rasant les murs, se cachant pour aller prendre l'argent. Mais, vous avez entendu ça? Oui. J'ai déjà répondu dans cette salle en disant, Brigitte, c'est à toi que je dois ça. Parce que c'est toi qui m'as dit vers 14 heures que quand Dapa me cherchait, je dormais tranquillement. J'aurais pu éviter cette histoire si tu ne m'avais pas appelé pour me dire, mais le Togo, c'est comme ça. À 16 heures, c'est devenu 22 heures. Et après, je suis sorti avec quoi? À une mallette invisible. Une mallette invisible. Non, il faut qu'on cesse ces choses parce que, quand même, nous sommes des gens respectables. Moi, je ne sais pas qui a reçu de l'argent à Conakry, mais on était ensemble. On était ensemble aux réunions. Est-ce que quelqu'un est sorti la nuit, profitant de l'obscurité, pour aller chercher les sous? Ça, je ne peux pas dire. Mais personne, il faut respecter les gens. Personne. Ni à Conakry, à Accra, où? Une affaire. 30 millions encaissés par Maître Apel. Vous savez, hein, il y en a qui veulent détruire la coalition. Moi, j'ai des griefs. Moi, j'aurais pu. Mais moi, quand il y a une réunion, je vais à la réunion pour dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais si quelqu'un n'a pas le courage de venir dire vous allez parler de candidat unique, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas parce qu'il se pourrait que je ne sois pas le candidat unique. Si la personne ne vient pas, qu'il n'aille pas chercher les raisons ailleurs. Ailleurs. Il faut avoir le courage. Moi, mes collègues ici connaissent les positions que je défends dans tel ou tel ou tel, sur tel ou tel ou tel sujet. Mais ces histoires de on a pris de l'argent ici, après on a pris de l'argent, on a été corrompu. 30 millions. Moi, je ne vaux plus que 1000 milliards, 10 000 milliards. 100 millions de milliards. Mon engagement politique est supérieur à tout ça. Et j'ai fait suffisamment de sacrifices, je le sais moi-même. Ceux qui ne veulent pas, je m'en fous. Je ne demande à personne de le reconnaître. Mais saboter les gens en racontant des histoires. Il paraît que quelqu'un n'a pas été invité à Accra. C'est ce que j'ai appris. On a été invité pour être consulté par le président du Ghana. Mais on est allé avec le président du Ghana. On a discuté. Et je crois que chacun a été consulté. Ah, il paraît qu'on nous a donné de l'argent. Pour faire quoi? Pour vendre la lutte? Non, parce que quel est l'intérêt de dire ces choses? Dites-moi, quel est l'intérêt de dire ça si ce n'est pas pour dire ils ont vendu la lutte en prenant de l'argent? Qui a vendu la lutte?
Plus que... Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je suis quelqu'un de gentil. Non. Si c'est pour vendre la lutte, on a autre chose à faire que de venir faire une conférence de presse, de perdre du temps devant vous pour dire qu'on va se remobiliser. Ceux qui disent ces choses, c'est eux qui démobilisent. Ils cherchent à démobiliser. C'est tout. Parce que sinon, quel est l'intérêt de dire qu'ils ont pris de l'argent? Fabre est corrompu. Ce n'est pas seulement le 14 avril que j'ai pris de l'argent. Hein. Attention, je suis un habitué. Je prends l'argent ici, mais mon parti a chaud, moi-même j'ai chaud, mais j'ai beaucoup d'argent que je cache, que je vais dépenser après ma mort. Ces choses-là, c'est trop bête. C'est indécent. Et il faut arrêter ça. C'est indécent. Je voudrais juste profiter de ce que vient de dire Jean-Pierre Fabre pour appeler vous, nos amis les journalistes, à nous aider. Aidez-nous à relever un peu le niveau du débat politique au Togo. D'accord? Aidez-nous à relever le niveau du débat politique au Togo. Vous savez, beaucoup de Togolais aujourd'hui, et nous en faisons partie tous, ont aujourd'hui honte de la vie de misère qu'ils vivent. Parce qu'ils n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités de parents. Tout simplement, ils n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités de soutien familial. Ils vivent dans la galère du 1er au 31 du mois. Et c'est tous les mois comme ça. Alors, ils ont en face d'eux un régime qui leur tourne le dos, qui ne s'occupe pas de l'amélioration de leur quotidien. Alors, à partir de ce moment-là, tout le monde place son espoir sur l'opposition. Eh bien, nous devons aider-nous à ramener le niveau du débat politique au niveau des préoccupations des Togolais. Qu'est-ce que... Vous savez, si nous avons fait ces 2 journées de réflexion, c'est parce que nous avons pris conscience de la responsabilité que les Togolais nous ont placé en nous. Alors, nous savons que nous avons, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à Pébon ou Jean-Pierre, que nous avons un devoir de résultat vis-à-vis de nos compatriotes. C'est à Pébon. Donc, c'est parce que nous avons pris conscience de ce devoir de résultat que nous nous sommes dit qu'il faut faire le bilan et surtout définir de nouvelles perspectives pour répondre aux attentes de nos compatriotes. Donc, plutôt que de dire on a... Vous savez, 30 millions, c'est quoi? 30 millions, c'est quoi? C'est rien du tout. Divisé par 14. Même... Divisé 14. Alors, divisé par donc, 14. voilà. Donc, vous exagérez. Alors, aidez-nous à ne pas... Aidez-nous à tirer le débat vers le haut. D'accord? Aidez-nous à tirer le débat vers le haut. Vous savez, il y a 2 millions de poussières. Ça fait même pas 3 millions. Vous voyez? Donc, aidez-nous à tirer le débat vers le haut. Ne restons pas... Arrêtons ce débat de caniveau. Il y a des gens que ça amuse. Bon, qui continuent. Mais aidez-nous à relever le niveau du débat pour répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Les Togolais souffrent, les Togolais ont faim, les Togolais ont soif, les Togolais n'ont plus d'avenir. Aidez-nous à leur donner un avenir. Cela nous concerne tous. C'est ce que je voulais ajouter à la conclusion de Jean-Pierre Fabre. Bien, merci. Je crois que il y a quelques questions qui sont restées
sa réponse. Je vais rapidement apporter quelques réponses en quelques secondes. On nous demande la question de Nelka, qu'est-ce qui influence le travail au sein de la C14, puisque nous avons nous-mêmes parlé de confusion. Vous savez, les conditions dans lesquelles on a mis en place la C14, c'est ça qui a justifié ça. C'est un mouvement qui est déclenché, alors que nous on préparait quelque chose déjà, mais on s'est engagé spontanément en saisissant cette opportunité-là pour y aller. Normalement, si on devait créer un mouvement de ce genre, on devait s'asseoir, avoir une charte, réfléchir sur les modalités de fonctionnement, mais on n'a pas eu le temps de faire tout ça avant de nous lancer. Parce que, à cause de l'urgence, on a dit allons-y. Mais en cours de chemin, on a constaté que oui, il y a quelques dysfonctionnements. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs qu'à la fin, on puisse dire aujourd'hui que pour aller de l'avant désormais, il faut faire le bilan, non seulement faire le bilan, restructurer la coalition et puis nous donner des tests, des règles. On ne fonctionne pas sans règles. Si vous avez une association, il faut avoir des règles. Personne ne peut se lever pour faire ce qui lui plaît. Voilà. Donc, si on nous dit aujourd'hui que c'est un reproche, je me dis que celui qui veut aller loin maintenant sa monture, c'est ça, non? Donc, si on veut faire du sérieux, si vous avez fait le bilan pendant 18 mois, vous avez constaté qu'il y a dysfonctionnement, il faut s'arrêter pour repartir. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas dire que nous avons tort en proposant ce schéma-là. Quelles sont les raisons qui ont poussé certains membres à faire des déclarations? On a déjà répondu à cette question-là. C'est à eux que vous devez poser cette question. Non, ceux qui sortent de nos rangs pour aller faire des déclarations, pour pourfendre les camarades, pour les insulter, pour les livrer à la vindicte populaire, c'est à eux que vous allez poser la question. Est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que ça sert la lutte ou ça dessert la lutte? C'est à eux que vous devez poser la question. Est-ce que vous les comprenez au moins? On ne peut rien comprendre de tout ça. Tu peux comprendre ça? Toi qui poses la question, toi tu comprends? Bon. Eh bien ça l'étonne. Qu'est-ce qu'on vous poser là? Alors, la troisième question du canal K, c'est... Nous avons dit que nous allons prendre langue avec les autorités. C'est une démarche normale de parti politique. Nous avons encore des prisonniers en détention. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour que ces gens-là soient libérés. On a lancé des élections locales et aujourd'hui, on nous a invités à cela. Et nous avons estimé que les conditions dans lesquelles tout ça s'est lancé, c'est pas normal, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, après les ratés qu'on a constatés pour les élections législatives, on puisse rattraper justement les choses en organisant au moins de manière plus correcte les locales. C'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui. S'ils comprennent et ils font les choses de manière normale, bon, le pays là va être apaisé. Mais s'ils le refusent, bon, on avisera. Justin, oui, il a dit il est triste. Bon, tout le monde est triste. On est nombreux. Ils sont tous tristes. Conakry, on a déjà répondu. Qu'est-ce qui a posé le problème, etc. Bon, on a répondu à toutes ces questions-là. Oui, mon cher ami Peter est dans la salle, il a dit, mais est-ce qu'on va continuer à nous appeler C14 ou C machin? Mais nous sommes C14. Mais le nom là, c'est déjà imposé juridiquement par là. Nous allons, même si on va à l'OACI maintenant, on peut aller dire que nous réclamons un brevet sur C14. Personne ne peut nous arracher C14. Même si on n'est pas, les partis qui sont dans la C14 ne sont plus 14 aujourd'hui, d'autres viendront demain. Parce que si par hasard, on était 14 partis, si d'autres partis avaient fait la démarche, on sonnait à notre porte. Si on les avait recrutés, est-ce qu'on transformerait C14 en C16? Non. On ne ferait pas C16 ou C17, ça ils devaient faire. Un nom est là avant leur arrivée. Ce nom sera conservé, quel que soit le nombre de partis politiques. Même si c'est des gens sortent de la C14, le nom restera C14. Il y a
Il y a le professeur Oulou qui me disait tout à l'heure que quand on a créé le CAP 2015, après 2015, CAP 2015 continue à s'appeler 2015. Est-ce que quand on est entré en 2016, est-ce qu'on a dit CAP 2016? La majorité parlementaire. Non. Non. Quoi? Le parti. Oui. Après, ils sont conservés le nom. Oui, bon, c'est ça. Non, il y a un exemple que donnait tout à l'heure M. Atou. Il dit que quand une femme qui a un enfant qui s'appelle Kodjo, on l'appelle Kodjo non. Si, bon, pas malheur, cet enfant disparaît, on continue à l'appeler la dame Kodjo non. Même si elle fait Kossi, on l'appelle toujours Kodjo non. Voilà, même si elle fait des aïlés, elle sera après, on continue de l'appeler Kodjo non. Donc, pour nous, quelle que soit la configuration, ça sera toujours la C14. Ok. Voilà. La dernière question, c'est par rapport à notre position au regard des locales. Ça aussi, j'ai été très clair. Nous avons l'ambition de participer à ces élections, mais pas à n'importe quelle condition. Nous devons nous organiser pour que les conditions, les réformes, la transparence des élections, on puisse les obtenir. Et c'est dans cette position qu'on est aujourd'hui. Lorsque le ministre Boukpessi nous a invités individuellement, nous avons dit que nous sommes dans une coalition et on préfère discuter avec lui sur le sujet en tant que coalition. Et c'est ce qu'on va faire. Et on lui a écrit pour cela. Alors, s'il nous reçoit, on discutera en tant que coalition pour discuter des conditions de transparence de ces élections. Lorsque les conditions seront remplies, on ira. Si elles ne sont pas remplies, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Alors, pour terminer, je dis, pour finir, que si nous voulons réussir notre lutte, je vous en conjure, il est temps que nous arrêtons nos chamailleries, parce qu'au Togo, nous on a yandé ou nous. C'est-à-dire qu'on transforme tout ça là en commérage. Le problème que nous avons au Togo est un problème important, mais les gens font du commérage tout le temps. Un commérage là, ça nous amènera où? Arrêtons les commérages pour nous occuper de l'essentiel et pour que nous puissions nous en sortir. C'est tout ce que moi je voulais dire pour conclure. Je vous remercie. Bon, c'est fini. Pascal? Non. Non, c'est bon. Non, moi, c'est les histoires de 30 millions. J'ai été suffisamment impoli pour me faire comprendre. C'est bon. Moi, je ne veux même pas répondre. Je ne veux même pas répondre. On a cité mon nom et tout ça, mais je ne veux pas répondre à ça. Il y a une connerie. C'est des conneries. Bien. Donc, avec ce deuxième tour de questions, nous arrivons à la fin de la conférence de presse. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement et nous comptons sur vous pour faire une large diffusion des conclusions de nos 2 journées de réflexion. À très bientôt. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.